Alors ces sièges coques pour les bébés, ces sièges qui permettent de style maxi cosy, qui permettent de transporter les bébés en toute fiabilité, sécurité dans les voitures. Hein. Ça, c'est toute une affaire, parce qu'au fond, on ne connaissait pas ces instruments-là il y a pas si longtemps que ça. Hein. Et puis, on était dans une société où on faisait des choses bizarres aussi. On les transportait dans des landaux, on transportait les enfants sans ceinture de sécurité. Donc maintenant, c'est bien, parce que ces sièges coques permettent d'avoir un instrument qui les met en sécurité par rapport à la route. Mais je pense qu'il y a une utilisation autre qui est grandement faite par les mères et par les pères, enfin par les jeunes parents de ce siège coque. C'est-à-dire qu'il sert maintenant à placer les enfants pour déambuler dans la ville, puisque depuis qu'on a instauré des châssis sous roulette, on peut faire ses courses, aller se promener avec ces sièges coques. On peut aussi installer les enfants dans ce siège coque, s'en servir comme d'un relax. Alors je pense que c'est vraiment pas du tout un relax et qu'on devrait être attentif à ce que nous renvoient certaines puéricultrices qui travaillent dans des crèches ou des kinés qui travaillent avec ces puéricultrices et qui disent qu'elles appellent ça parfois des enfants tortues, des enfants qui ont comme une petite maison sur le dos, c'est-à-dire que des enfants passent vraiment beaucoup d'heures dans ces sièges coques qui sont donc utilisés comme support de portage. Et dans ces sièges coques, ils sont dans une position qui est assez rigide et qui est toujours la même. Et donc, ils manquent de mobilité. Il faut savoir qu'un bébé fait quand même des expériences de vie avec son corps, des expériences sensorimotrices qui appellent aussi à une certaine mobilité, à une certaine souplesse au niveau du portage. Enfin, je fais ça avec mon corps parce que c'est vrai qu'il y a des mouvements du bassin et du tronc, des possibilités de déplacement, des bras. Il y a toute une motricité, un déroulement du corps qui n'est pas toujours permise dans ces sièges coques. Et donc, on a depuis toujours eu des instruments de portage. Hein. Chez les Indiens inuits, on voit aussi que les enfants peuvent être accrochés comme ça dans des berceaux derrière la porte pour être protégés aussi de prédateurs. Il fallait que les mères puissent avoir les mains libérées pour travailler, pour faire d'autres choses. L'instrument de portage sert aussi à consoler, à pouvoir bercer ces enfants, parce que les enfants bébés, ça pleure évidemment. Mais le souci, c'est que ce siège-là, dans un moment où on est très fort dans une déambulation, c'est-à-dire où on se déplace beaucoup, on transporte beaucoup les bébés, les soumet à des heures, à une durée considérable. Voilà, donc je pense qu'on devrait pouvoir peut-être limiter ça à l'usage premier, qui est l'usage du transport automobile. Hein, ça, c'est vraiment une réflexion à avoir avec les jeunes parents. Mais c'est vrai qu'on peut avoir une réflexion sur tout ce que moi j'appelle, c'est peut-être pas très joli, mais des prothèses de portage. Puisque dans les premières semaines de la vie d'un bébé, le portage c'est quand même une affaire, quoi. C'est un bébé, il a besoin d'être dans les bras, il pleure beaucoup, il a besoin d'être consolé, d'être bercé, on ne connaît pas encore très bien. Mais il y a par exemple des nouvelles choses qui sont inventées, ce sont des nacelles, enfin des sortes de balançoires comme ça, mais qui sont très mécaniques et qui font ce mouvement. Mais je fais de nouveau ça avec ma main parce que je pense que ça convoque des états du corps importants et qu'on doit pouvoir un peu s'identifier au bébé et à ses éprouvés dans ces expériences répétées. Parce que ces nacelles font vraiment tac, c'est actionné par une pile et donc c'est un mouvement très mécanique et ça n'a rien à voir avec il ne faut pas non plus être un peu archaïque, mais les berceaux avant, vous savez, ils étaient arrondis et on mettait une ficelle au bout du berceau et il y avait un grand-père, une grand-mère qui avec le temps a passé, ou du lit parental, on actionnait le berceau. Mais cette corde, c'est une belle métaphore parce que finalement cette corde c'est aussi un lien. Et donc au bout de la corde, ben, il y a une voix humaine qui commande quelque chose des pleurs du bébé, du fait que c'est la nuit, qu'il doit dormir, qu'il embête tout le monde, que papa et maman sont crevés, qu'on ne se lèvera pas, mais qu'on aimerait bien le consoler, que non, il n'aura pas un biberon, enfin, des choses que le bébé peut entendre. Il y a une voix et puis il peut y avoir un regard aussi. Voilà. Et ce qui peut faire cruellement un peu défaut dans cette version mécanique du balancement, c'est justement
justement où est le regard, où est la voix humaine, où est le fil comme ça qui relie et qui actionne et qui est comme une amarre du corps du bébé à quand même un corps maternel ou paternel, parce que les deux le font maintenant, mais qui est un contact humanisé, humain, qui permet d'essayer de moduler les états tragiques dans lesquels un bébé peut être quand il pleure ou quand il résiste et qu'il n'arrive pas à s'endormir.